le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est la matinale qui booste votre journée qui commence ce matin. Booster votre journée, oui, on va le faire avec le sport, celui que nous allons recevoir ce matin. C'est un sportif accompli, une autorité politique également, qui sera avec nous d'un instant à l'autre. Vous aurez donc le temps de le découvrir. Mais avant lui, on parlera également de la santé, du bien-être avec les maladies vasculaires cérébrales. Eh bien, ce sera donc l'instant du jour. Mais avant de retrouver toutes ces rubriques, on marque le premier arrêt, c'est la une des journaux. Toujours fidèle au poste, Bakel Sanguita pour cet exercice. Bakel, bonjour. Bonjour Ametonou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale. Bienvenue donc dans la revue de presse qui nous amène directement au Bénin où la politique et surtout la gouvernance de Patrice Talon est beaucoup plus analysée ce matin par les quotidiens. Et c'est le journal Le Potentiel qui met en avant la désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers avec en titre 3 cadeaux de Talon à la mouvance. La fête s'annonce belle. Dans ce contexte, 3 ministres pourraient être éjectés du gouvernement, signe d'une possible réorganisation stratégique. Le paraclet souligne de son côté l'impact de Talon de 2006 à 2024 dans une modernisation en marche, mais la priorité du peuple, son bien-être, rappelons les avancées notables en termes de modernisation et d'infrastructures malgré les difficultés économiques persistantes pour la population. Enfin, le journal Renouveau se questionne en titrant « Et si le président Talon écoutait la voix du peuple à propos de la rélecture du nouveau code électoral, craignant un potentiel danger à l'horizon ?» Et les questions économiques et sociales également n'ont pas été occultées. Et dans un climat de cherté de la vie, Renouveau évoque la morosité économique ambiante et déplore la disparition de certaines pratiques symboliques de solidarité reflétant un malaise face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat. Ce thème est indirectement abordé dans le paraclet et où la population perçoit parfois les réformes comme éloignées de ses réalités quotidiennes malgré les avancées sur le plan national. Oui, le sujet défait la chronique depuis le week-end, l'affaire Balthazar, oui, ça prend d'autres inquiétudes et au niveau santé, on s'en préoccupe. Et en matière de santé publique et de débat social, le potentiel élargit le regard à l'international en abordant les questions brûlantes en Guinée équatoriale avec le titre Balthazar, le sexe crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable. Ce sujet met en avant l'urgence sanitaire et appelle l'État à des actions concrètes face à une situation très préoccupante. Direction le Sénégal à présent où la gestion des ressources publiques préoccupe la presse. Et c'est enquête qui se concentre sur la critique de l'ancien président Macky Sall envers l'actuel régime avec en titre Macky charge le régime actuel. Il y dénonce un populisme et autoritarisme qu'il considère comme une menace pour la démocratie et promet un retour au fonctionnement régulier des institutions avec un gouvernement d'union. Par ailleurs, Libération dénonce les pratiques autour des contrats de partenariat public-privé PPP avec un titre explicite « Tout est illégal ». Le journal révèle que le Conseil des infrastructures censé donner son avis sur les projets de PPP a été contourné, ouvrant la voie à des abus et à des contrats de gré à gré, dont certains ont atteint 113 milliards de francs CFA. Le Sénégal est connu pour la culture de l'arachide et la relance de ce secteur préoccupe Sud Quotidien. Et sous le titre l'État force le passage, le journal met en avant la mobilisation envisagée de 120 milliards de francs CFA pour la prochaine campagne ainsi que l'augmentation prévue du prix de l'arachide et la réduction des prix des intrants agricoles avec une baisse notable de plus de 22% pour l'engrais. Cette politique semble indiquer une volonté de redynamiser cette filière en relançant des unités de production
de Ziguinchor, Lunga et l'Indienne. Le même journal évoque le drame lié aux questions de l'immigration. Il rapporte qu'une pirogue transportant 150 personnes, dont 19 morts, a été secourue à El Heriou. Ce fait divers tragique rappelle les risques mortels de l'immigration illégale et pose la question de l'amélioration des conditions de vie et d'opportunités au Sénégal pour dissuader cette tentative désespérée. Au Cameroun, on parle d'anniversaire, un an de plus pour Paul Biya, et la presse n'a pas passé sous silence cet événement. En marquant ainsi le 42e anniversaire de Paul Biya à la tête du Cameroun, The Guardian Post se pose la question cruciale de sa succession avec le titre Happy Anniversary Mr. President, but what succession plan? L'éditorial met en lumière les réussites de Paul Biya en termes de développement national et de création d'emplois, tout en soulignant les enjeux de continuité politique. Et toujours parlant de Paul Biya, KG Quotidien et Intégration reviennent sur sa durée ou sa longévité au pouvoir. Et donc, 42 ans de règne de Paul Biya, voilà, KG Quotidien analyse les raisons de cette longévité, mettant en avant l'habileté de Paul Biya à structurer une machine politico-administrative solide dans toutes les régions. Intégration de son côté adopte une approche contrastée avec Alléluia et Requiem pour le renouveau, un titre qui suggère un bilan partagé entre succès et critique pour les années de Paul Biya au pouvoir. Merci donc à vous, Baker, pour cette revue. On vous retrouve demain pour continuer le même exercice. Place maintenant à l'instant du jour. Nous l'évoquions déjà, les maladies cardiovasculaires. Elles font beaucoup de victimes à travers le monde. Le Togo n'est pas exempt à travers donc cette production de la rédaction. Vous comprendrez mieux. Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec en tête l'hypertension artérielle. Au Togo, selon plusieurs études, la prévalence de cette maladie atteint 35 à 40% de la population. Une maladie cardiovasculaire peut se définir tout simplement par des maladies qui vont toucher le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, c'est toutes les canalisations qui jouent le rôle ou qui favorisent la circulation sanguine. Donc, ce sont des maladies qui touchent à la fois le cœur ou les vaisseaux ou les deux. Ces maladies cardiovasculaires, elles sont multiples. Il y en a plusieurs, dont le chef de file est l'hypertension artérielle, avec toutes ces complications que sont les accidents vasculaires, les AVC, sont des accidents vasculaires cérébraux. Il y en a deux types, il y a les hémorragiques et les ischémiques. Il y a l'infarctus du myocarde. Pourquoi on appelle chef de file l'hypertension artérielle? C'est une maladie qui est très fréquente aujourd'hui. Elle représente le premier motif de consultation dans nos hôpitaux et surtout en cardiologie. Au Togo, selon plusieurs études, à la fois des études hospitalières et quelques études à l'université, nous sommes l'hypertension artérielle, la prévalence de l'hypertension artérielle est autour de 35 voire 40% aujourd'hui. Les gens, une fois qu'on leur dit qu'ils ont la maladie, les gens négligent un petit peu la maladie. Il y a la négligence parce que ce n'est pas une maladie qui vous empêche de vaquer à votre occupation. Vous dites, c'est vrai, je suis hypertendu, mais non, je continue mon travail. Habituellement, les gens, ils ne prennent pas les médicaments. Vous voyez, quand on prend 100 personnes qui ont été diagnostiquées comme étant hypertendues, 45% de ces personnes ne sont pas sous traitement. Le reste, ils peuvent être sous traitement, mais ils ne sont pas contrôlés. Les complications de l'hypertension peuvent entraîner la paralysie ou, dans les cas les plus graves, la mort. Cependant, c'est une maladie qui peut être facilement prévenue en adoptant une vie saine. Si la maladie est déjà présente, il est essentiel de suivre les conseils des spécialistes et de prendre les médicaments prescrits quotidiennement. Cette maladie est une maladie qui est franchement préventive. C'est une maladie qu'on peut l'éviter.
il y a des moyens simples pour éviter la maladie. L'hypertension en général, il y a des moyens simples afin d'éviter la maladie. Donc, le long de l'âge, on fait attention à tout ce que nous faisons, on diminue tout. Il y a un adage qui dit que après 50 ans, il faudra franchement doser sur certains points. La consommation du sel, la consommation du sucre, la consommation des graisses, le stress. Il faudra diminuer plus à partir de 50-60 ans, se faire des histoires pour rien, avoir des problèmes au boulot, des services, dans les familles, avec son partenaire, avec son conjoint, son épouse, sa femme. Ça ne sert à rien, ça ne vous apporte que des maladies et ça écourte plus la vie. À partir de 50-60 ans, il faudra faire attention. Les hommes, ils se donnent à plusieurs, disons, automédications peut être physique sexuellement en bon état et ça entraîne beaucoup de maladies cardiovasculaires, surtout la crise cardiaque. On a déjà appris des décès des personnes pendant l'acte sexuel. Quand la maladie est là, il y a des choses aussi à faire. Vous êtes hypertendu, vous déclarez hypertendu, acceptez la maladie, faites face à la maladie, prenez vos médicaments. La prise de médicaments, malheureusement, c'est tous les jours. C'est un traitement à vie. Donc, les moyens simples aussi pour éviter, il faudra vraiment diminuer la consommation du sel, la consommation du sucre, la consommation des graisses, manger sainement. Sainement, c'est comment? Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit légumes et fruits, les gens se donnent à des fruits. Bien sûr que c'est des fruits, c'est naturel. Mais tu ne peux pas t'asseoir et manger 10 bananes et manger 10 oranges. Vous serez diabétique. On a dit une portion, ça dit une banane, une orange, en dehors des repas. De ça, si vous voyez. Et puis faire du sport, éviter l'alcool, éviter le tabac, les chichas, tout ça. Il faut noter qu'aujourd'hui, les femmes sont les plus touchées par les maladies cardiovasculaires et face à l'ampleur de ces maladies, la prévention reste la meilleure arme. Une prise de conscience collective et individuelle est nécessaire pour inverser la tendance et protéger les générations futures. Merci à Nicolas Edjou et toute la rédaction pour cette réalisation. Place maintenant à la causerie. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, nous serons donc dans le sport, mais beaucoup plus également la politique. Nous sommes donc avec un homme politique, mais ancien également sportif. Celui dont il est question a été athlète et a fait plusieurs médailles d'or au Togo, désigné champion sportif du siècle en 2000 par le Comité international olympique. Il a été basketteur professionnel, chroniqueur sportif et aussi un homme politique. Il a été à ce titre nommé 5 reprises à la tête du ministère de la Jeunesse, de la Culture, mais également des Sports. Il a créé son propre parti, Unité Togolaise et Réconciliation. Nous serons donc à bâton rompu avec l'ancien ministre Horacio Freitas. Bonjour. Bonjour, M. Metsonou. Merci donc de répondre à notre invitation et également de faire honneur à cette télévision en prenant donc la parole pour vous présenter, parce qu'on nous a parlé également de votre propre vie tout au long de cette émission. Merci vraiment à vous aussi qui avez pensé à ma modeste personne en m'invitant à cette émission. Je voudrais saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs, féliciter One TV parce que vraiment ça fait honneur au Togo d'avoir une télévision de cette qualité. Merci donc à vous pour ces fleurs. Alors, comment vous portez-vous? Mais je veux dire, vous savez, d'abord, avant de vous dire comment je me porte, nous sommes dans le mois des décès. On a fêté la Toussaint il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et comme vous le savez aussi, il y a plusieurs collègues ministres qui sont partis, il y a, comme on dirait, à la file. Donc je voudrais leur rendre hommage et leur dédier cette émission. Je voudrais parler du ministre Mathias Simfetsi-Opré, et du ministre Agbeka Benjamin, du ministre David Iou, du ministre Adoyom, du ministre Georges Aïdam et du Premier ministre Clousset. Donc, en 2 mois, ils tous sont partis. J'étais à leurs obsèques, évidemment. Et puis, je voudrais leur rendre hommage avec cette émission.
Sinon, je me porte plutôt bien. Oui, ça se traduit. Alors, avec vous, pour cet entretien, nous allons parler un peu de sport, de politique également, sans oublier vous-même. D'accord. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller, je suis prêt. Alors, passionné donc du sport, même si entre-temps, c'est la balle au panier qui vous aura beaucoup fait. Vous suivez l'actualité du sport togolais, surtout celle relative au football. Comment appréciez-vous les dernières sorties, surtout des éperviers, quelle que soit la catégorie d'âge? Oui. D'abord, je voudrais rappeler que quand on parle des éperviers, tout le monde pense au football. Mais alors, c'est un acronyme, parce que les éperviers, c'est toutes les disciplines sportives en fait. Donc, avant de parler du football, je voudrais rappeler quand même que le Togo a été mis à l'honneur par les joueurs de tennis qui ont hissé au niveau mondial le niveau du tennis togolais en ayant battu l'Indonésie et la Lettonie il n'y a pas longtemps. La ministre des Sports leur a remis un chèque de 10 millions pour les encourager. Ensuite, nous avons eu des Togolais qui sont entraînés à Lomé sur le stade de Hankopé que j'ai construit, terrain de handball, et ils sont des bracaniers qui ont participé à la première Coupe du Monde. Ils ont fini 3e et le ministre leur a remis un chèque de 15 millions. Déjà, je crois que c'est positif. À part ça, notre football est en difficulté depuis quelques années. Depuis le mondial de 2006, nous n'avons pas réussi à trouver une relève qui remplace les Adebayor, les Koubadia Kader et compagnie. Mais heureusement, avec le Chan, le Togo a éliminé le Bénin. Et malheureusement... Donc vous êtes au fait de l'actualité? Ah oui, bien sûr, mais le Togo va rencontrer le Niger bientôt. Et on ne sait pas... Bon, on leur souhaite bonne chance en fait. Et puis félicitations à Kader quand même, qui a commencé à gagner sur le stade de Kéké, parce qu'on ne gagne plus sur le stade de Kéké avec cette histoire de M. Boudé là. Mais heureusement que ça va aller. Et les autres disciplines sportives, on n'en parle pas souvent. On ne parle que du football. Parce que le football, quand même, avale 70% du budget alloué au sport, au ministère des Sports. Donc, ça veut dire que normalement, cette discipline devait apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à nos compatriotes, mais ce n'est pas le cas depuis quelques temps. Donc, on leur souhaite bonne chance. Il reste encore 2 matchs pour les qualifications pour la CAN 2025. On prie et on verra bien ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur. Alors, injustice et manquement au sein du foot togolais, ce sont vos mots à la suite donc du congrès du 3 février 2024. En quoi ces mots influencent-ils l'histoire de ce sport? Et il faut dire que c'est moi qui étais président du comité de normalisation, c'est nous qui avons mis en place le bureau actuel, notamment le président, le colonel Akbovi de la Fédération togolaise de football. Et il y avait une ouverture pour aller au congrès, pour un nouveau, disons, mandat, pour d'autres responsables du football togolais. Et moi, je soutenais M. Amouzou Tete, qui était candidat également. Donc, à un moment donné, le président actuel s'est retiré de cette compétition et on a tous crié victoire. Et à un moment donné, comme par hasard aussi, il est revenu et il a fait la compétition. En ayant empêché M. Amouzou Tete de se présenter. Ce qui fait que le président sortant était tout seul candidat, alors que l'éthique et le fair play de la FIFA n'autorisent pas ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai poussé un coup de gueule, comme on dit. J'étais vraiment en colère. Je trouve que c'est pas normal, c'est pas fair play, et c'est pour ça que je n'étais pas content du tout. Mais n'empêche que c'est comme un match qu'on a joué. Le match est terminé, le colonel Akbovi et moi, nous avons fait la paix, nous avons discuté de ce problème-là, et on tourne la page. Voilà, la page est tournée, je ne suis plus fâché, et la vie continue. Amouzou Tete dont vous parlez, tout dernièrement, il a été également aux élections de la Ligue de golf. Il a été également laminé déjà au premier tour. Pas laminé, non. Le thème laminé, c'est trop fort. Il a fini 2e. Et c'est pas lui qui était éliminé. C'est le Florent Kataka de Swallows qui était... En principe, si le deuxième était déjà au niveau de la fédération, donc au niveau plus national, et qu'il revient donc au niveau de la Ligue et qui n'a pas pu donc battre ses adversaires déjà au premier tour, ça voudra simplement dire que le football ne le porte pas. Non, il faut dire que les élections au Togo, moi-même, à un moment donné, je voulais être candidat à la fédération de football. Quand j'ai quitté le ministère, je suis allé à une émission dans une radio sportive,
Et le journaliste m'a dit, mais monsieur Freitas, on connaît vos compétences en matière de sport, vous pouvez faire le job, mais vous ne pouvez pas être élu. Je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il m'a dit, mais vous ne payez pas l'argent, vous n'avez pas les moyens, parce que au football, c'est l'argent qu'il faut. Il faut soudoyer les électeurs. Et voilà une des raisons qui ont fait que M. Moutete, qui n'a pas... Il a fait quelques cadeaux peut-être aux gens, mais il n'a pas donné assez. Ça fait que vous avez renoncé à cette candidature? Ah, mais tout à fait, oui, oui, puisque... Donc vous croyez qu'il faut soudoyer les gens vraiment? C'est pas que je ne crois. J'étais même sur la liste une autre fois de nos candidats, mon ami Boukossi, qui est décédé, paix à son âme. Et mais à 1h du matin, j'ai remis de l'argent à des votants, à des électeurs qui sont venus chez moi pour prendre... et qui n'ont même pas voté pour nous. C'est la corruption. Ah, mais c'est ça, mais ça, on peut pas se... faut se dire la vérité. Malheureusement, c'est la réalité de notre sport. Mais est-ce qu'en principe, il ne faudrait pas des gens relationnels qui puissent donc négocier quand même des partenariats pour apporter un mieux-être aux sportifs, quitte à peut-être à travers ces partenariats les faire envoyer? Par exemple, si le Togo avait des partenariats avec beaucoup de clubs étrangers, les enfants formés dans ces centres de formation peuvent aller à l'étranger, se perfectionner, revenir jouer pour le pays. Est-ce qu'on a besoin de soudoyer des gens pour en arriver à ces relationnels-là? Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais malheureusement, c'est... Bon, nous sommes un pays quand même pas très riche, il faut dire la vérité, et le niveau de vie n'est pas très élevé, et on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger dans des grands clubs, on n'a pas les sponsors qu'il faut, parce que quand on était au mondial, tout le monde voulait être avec le Togo, mais maintenant on est dans les centièmes, je crois, au niveau du classement de la FIFA, et bon, on n'a pas cette chance d'être, disons, apprécié pour que les gens, les sponsors puissent nous accompagner, malheureusement. Alors, monsieur le ministre, vous estimez que, eh bien, cette question d'ingratitude, de jalousie vous caractérise, mais en tant que président du comité de normalisation, qu'est-ce que vos propositions avaient-elles de novateur pour le football togolais? Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. D'abord, je voudrais, disons, rendre hommage encore à ceux qui étaient avec moi au comité de normalisation. En les citant. Là, j'ai noté le nom pour ne pas oublier. Il y avait le ministre Bernard Walla, qui était mon premier vice-président, le ministre Foli Bassi Katari, qui était mon deuxième vice-président. Il y avait feu Yves Bété, le secrétaire général, qui nous a quittés malheureusement. Madame Kaïtometi, qu'on connaît bien, qui est l'entraîneur, ou bien l'entraîneuse, mais c'est pas bien de dire entraîneuse, sélectionneur de l'équipe de football féminin. Et Madame Honam Agboyi, épouse Touré, qui est arbitre international. Aimé journaliste, voilà, conseiller à la HAC aujourd'hui. Exactement. Borema Yekini, qui était longtemps président de l'État finance de Lomé. Le colonel Bandi Zonhaï, qui a un centre de formation à l'Éthiopie. Et puis Ousmane Dobli, qui était de la Ligue des Savanes. Bon, bref, c'est avec ce comité de normalisation qu'on a redressé l'administration. Parce que ce comité de normalisation n'était pas mis en place pour disons, les victoires ou bien le développement du football sur le terrain, mais c'était plutôt pour redresser l'administration qui était défaillante. Pour une fois dans l'histoire, pour la première fois dans l'histoire du football mondial, la FIFA a dû financer 2 saisons de championnat au Togo. Ce n'est jamais arrivé. Parce qu'il n'y avait plus un seul centime dans les caisses de la fédération, malgré les subventions de l'État et celles de la FIFA. Donc voilà pourquoi on a mis ce comité de nomination en place pour redresser l'administration, pas pour améliorer le rendement du football sur le terrain. Vous en êtes fier au terme de votre mandat? Il y a eu un premier comité qui a eu 9 mois de durée avec le ministre Antoine Foli. Nous on a fait à peine 2 mois. On a réussi un congrès, disons, statutaire, et puis le congrès électif qui a vu venir le colonel Akovi. Donc nous sommes plus que fiers d'avoir réussi notre mission. Les gens voulaient qu'on reste longtemps, mais non, on n'était pas là pour ça. Alors le Togo, vous l'avez rappelé, les Koubadia Kadel, les Emmanuel Cheya Bayol, le Nimobé Daré étaient quand même arrivés à porter le pays à un certain niveau, donc des années de gloire pour le football de ce pays. Aujourd'hui, en nette régression, que faut-il faire pour redorer donc le blason, ou du moins se redonner cette lettre de noblesse à ce football togolais? Oui. Tout est possible. Après notre qualification disons, historique
au mondial de 2006 en Allemagne. Oui. On n'a pas pensé à la relève. Parce que les joueurs qui étaient en Allemagne, forcément, ils vieillissent. Forcément. Il aurait fallu qu'on prévoie des jeunes pour les remplacer. Mais pour cela, il faut des compétitions de toutes les catégories minimes, cadets, juniors, ce qu'on n'a pas au Togo malheureusement. Il n'y a pas de championnat des minimes, cadets, juniors. Je sais que quand j'étais aux affaires, j'ai réussi avec Western Union, pour ne pas le citer, pour ne faire pas de publicité, j'ai réussi à faire financer pendant 2 saisons le championnat cadet Western Union, qui se jouait de 5AC à Lomé. Et c'était en 2000. Et c'est 6 ans après que ces jeunes qui ont joué le championnat cadet sont devenus seniors et sont allés au mondial. Donc ça veut dire qu'il faut à la base, le football à la base, des compétitions surtout pour les jeunes. Vous pensez que ça manque aujourd'hui? Ça manque aujourd'hui. C'est maintenant que le ministère des Sports organise les championnats scolaires et universitaires avec des jeunes. Et c'est comme ça qu'on peut détecter de nouveaux talents. Mais il faut absolument organiser des championnats, des compétitions pour les jeunes, minimes, cadets, juniors. Sinon, on ne va jamais y arriver. Je crois que c'est les compétitions des jeunes pour avoir la relève, pour que le Togo puisse émerger de nouveau et arriver à jouer à bon niveau. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez tout ce que vous avez, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pour redresser un tant soit peu le fonctionnement administratif, donc que vous avez été mis à la tête donc de ce comité de normalisation. Vous avez posé les bases, vous vous étiez retiré 2 mois plus tard, une fédération a été mise en place. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous regrettez ce que vous avez proposé qui n'a pas été véritablement mis en œuvre? Non, je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas dire que je regrette quelque chose. Plutôt ceux qui me connaissent quand j'étais aux affaires, ils savent que j'ai réussi pas mal de choses. Comme disait le président Yedema, c'est difficile de danser, de s'apprécier soi-même. Mais n'empêche que je ne regrette rien. Avec les moyens dont je disposais, vraiment j'ai fait le maximum. Ce que je regrette, au fond, c'est que mon père, qui m'a beaucoup frappé à cause du sport, parce que je jouais tout le temps au basket, au football et tout ça, et au lieu de faire mes devoirs de classe, mon père était instituteur, donc j'ai été plusieurs fois frappé, mais je regrette que mon père ne m'ait pas vu ministre des Sports, ni ma mère non plus. On va revenir donc à cette vie de ministre des Sports, 5 fois ministre des Sports. Qu'est-ce que vous avez regretté de n'avoir pas porté à ce pays en votre qualité de ministre du Sport? Au départ, je voulais une piste en tartan, une piste synthétique. C'est ce que nous avons maintenant à Kégué, qu'on n'avait pas avant. Sur l'ancien stade municipal, j'ai demandé au gouvernement de m'aider pour mettre une piste en tartan. Parce que c'est sur cette piste, ces sautoirs, on sautait dans le sable pratiquement. On courait pour sauter. Moi, je faisais du saut en longueur, de trip saut, tout ça. Et quand je suis arrivé 30 ans après, c'était toujours les mêmes installations. Alors, j'ai supplié le ministère du Plan à l'époque. J'ai oublié le nom du collègue. Bon, bref, il n'y avait pas d'argent, soi-disant. Heureusement qu'on a eu Kégué après, que j'ai eu la chance et l'honneur d'inaugurer avec le président Yedema et l'ambassadeur de Chine en 99. 99. Non, je ne crois pas. J'ai oublié en 2000. Bon, bref, c'est passé le problème. Je regrette également de n'avoir pas construit un gymnase. Parce que on doit être le seul pays au monde où il n'y a pas de gymnase. Au Bénin, ils ont 3 ou 4 gymnases. C'est-à-dire les salles couvertes où on peut jouer quand il pleut. Surtout les sports de main. On peut jouer au football quand il pleut. Mais au hand, au basket, au volley, au tennis, tout ça, on ne peut pas jouer quand il pleut. Ça aurait été bien qu'on réussisse à construire un gymnase avec une piscine olympique. Comme dans beaucoup de pays, en fait. Donc, c'est ça que je regrette. Que je n'ai pas pu construire un gymnase pour notre pays. Voilà. Alors, désigné champion sportif du siècle en 2000 par le Comité international olympique, comment vous étiez-vous senti à l'époque de cette désignation-là? Vous savez, quand vous passez un examen, un concours, et que au sortir, vous êtes sûr d'avoir réussi à traiter les sujets qu'on vous a donnés,
Eh bien, quand on vous déclare admis après, vous n'êtes pas surpris. Tout à fait. Donc, je peux dire que avec tout ce que j'ai fait comme activité sportive pour le Togo, mais je peux rappeler quand même que j'ai été international de basket, capitaine de l'équipe nationale. Et j'ai joué pour le football togolais. J'ai joué pour les Sorts de Lomé et j'ai joué un match avec l'équipe nationale aux premiers africains de Brazzaville. J'étais champion de saut en longueur, champion de triple saut, champion de lancer du disque et j'étais le 4e relayeur de 4 fois 400 mètres. J'ai fait de la boxe pour le Togo. J'ai fait 2 combats de boxe à Lagos quand j'avais 20 ans pour le Togo. J'ai joué au volley, au rang. Bref, j'ai pratiqué toutes les disciplines sportives qu'on pouvait pratiquer dans ma jeunesse au Togo. Bon, en France, j'ai joué au tennis. Je suis classé. En France, il y a un classement. Je suis classé. J'ai des coupes à la maison que j'ai gagnées au tennis. Au squash, le squash n'existe pas malheureusement encore au Togo. C'est dans une salle qu'on joue avec une raquette également. Bon, bref, modestement, je peux dire que je mérite cette distinction de champion sportif du siècle pour ma polyvalence sportive en fait. Je crois que on a au football, on a eu Kaolo et Adebayor, on peut dire les meilleurs, mais moi je suis, disons, j'ai tout pratiqué et c'est pour ça que le CIO a pensé me donner, me désigner comme champion sportif du siècle. Et c'est une fierté pour moi et je crois que pour le Togo également quand même, modestement. Ce n'est pas rien. Oui. Alors on va toucher maintenant à votre vie politique, puisque déjà ministre, ça rentre déjà dans la politique, même si vous êtes sportif. Donc le 4 octobre 2023, j'ai eu l'honneur d'avoir été élevé au grade de chevalier des palmes académiques françaises par décrets officiels. Visiblement, vous êtes très fier de cette reconnaissance. Amen. Ce ne sont pas tous les Togolais qui sont décorés par la France. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en France au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale. J'étais cadre de l'éducation nationale. Mon poste peut correspondre aujourd'hui à proviseur adjoint ou directeur de collège. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Revenu au Togo, au lycée français de Lomé, j'ai été le président des parents d'élèves et du comité de gestion pendant plus de 6 ans. Ce qui fait que la France a constaté que j'ai beaucoup donné à l'éducation nationale française et ils m'ont désigné, ils m'ont décoré, ils m'ont donné le titre de chevalier des palmes académiques. C'était l'année dernière et c'est vrai que on ne peut qu'être fier de cette distinction forcément que je porte de temps en temps. Voilà. De temps en temps. Donc, et c'est ce que vous attendez également de votre pays, le Togo, mais enfin une distinction donc à la hauteur de service rendu. Voilà. Et là, vous ne cachez pas votre frustration. Oui, parce que, soyons clairs, quand on décore quelqu'un de l'ordre du mono, c'est que cette personne a rendu un service à l'État, c'est que cette personne a posé un acte hyper positif en faveur de la nation togolaise. Et je félicite tous ceux qui ont été décorés, mais je connais certaines personnes, honnêtement, qui ont été décorées, peut-être pour militantisme politique, ou bien pour autre chose. Et moi, je considère que ce que j'ai fait pour le Togo, je mérite une petite distinction, mais je ne réclame rien. Ce que je peux dire à cette émission, et pour nos compatriotes, c'est que ni mon épouse, ni mes parents n'accepteront une décoration à titre posthume. Il vaut mieux, de son vivant, voir ce qui se passe. On décore les gens parfois après leur décès. Moi, c'est même pas la peine de penser à ça. Ma famille va refuser. Voilà. Donc vous voulez que de votre vivant, tout ce que vous méritez vous soit restitué? Que Dieu me pardonne. On dit souvent, après l'heure, c'est pas l'heure. Parce que je trouve que tout ce qui a été décoré avant moi, c'est même trop tard. Honnêtement, je ne réclame rien. Je ne dis pas que je refuserai une distinction, une décoration, mais honnêtement, on dit souvent, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà. Donc là où vous êtes aujourd'hui, vous ne voulez plus? Je ne veux pas le dire, mais je le pense. Alors, on ne veut pas me voir évoluer ou
pour aller plus loin et plus haut. Et vous allez même vous comparer au personnage Meka dans le vieux nègre et la médaille, un peu pour ironiser. Avez-vous donc vu de près un peu comme l'impression que c'est une fin en soi, une distinction? Justement, non. C'est pas une fin en soi, mais c'est quand même glorifiant, c'est honorifique quand on est distingué, quand on a une décoration. Ce n'est pas une fin en soi. Je vis sans décoration du Togo. Je suis bien, je suis un homme heureux. Les gens me disent, ne pas dire que je suis heureux, mais je suis heureux. J'arrive à me soigner, à m'occuper de ma famille. Qu'est-ce qu'on veut dans ma vie? Je ne suis pas matérialiste. J'ai été ministre plusieurs fois. Comme certains collègues, j'aurais pu m'enrichir, je le dis honnêtement, mais je suis le seul ministre qui habite encore dans la maison de son père. Et je suis fier de cela. Donc, ça veut dire que les distinctions, les choses matérielles, là, c'est secondaire pour moi. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous avez contribué également au pluralisme politique dans votre pays, surtout à l'avènement de la démocratie, en mettant en place le comité Unité Togolaise et Réconciliation. Voilà. Qu'est-ce que cette formation politique est devenue? Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais mon père a été le numéro 2 du Togo, au niveau politique. Il a été ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, le tout premier. Mais avant cela, il était ministre de l'Intérieur. Le président Simon Olympio, la veille de sa mort, est passé à la maison. Il faut saluer mon papa. Et le 13 janvier 1963, le président Olympio a été assassiné, comme tout le monde le sait. Donc, je suis d'une famille de politiciens. Et quand le président Yadema a demandé qu'on crée de nouveaux partis, en plus du RPT à l'époque, je me suis dit, ça tombe très bien, c'est l'occasion de recréer le parti Comité de l'unité togolaise que mes parents ont utilisé pour lutter pour l'indépendance du Togo. Donc, c'est allé voir mes aînés, le docteur Piadio, père son âme, le ministre des Finances de l'époque, docteur Hospice Coco. Ce sont mes deux papas. Je suis allé les voir pour qu'on crée le comité de l'unité togolaise, pour qu'on remette ça au goût du jour. Mais le ministre Coco a dit non, il faut qu'on crée plutôt, on garde unité togolaise, mais on ajoute réconciliation, parce qu'on a besoin de réconciliation au Togo. C'est comme ça qu'on m'a demandé d'écrire les statuts du parti, on m'a demandé de former le bureau exécutif, et c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis mis secrétaire général adjoint de feu Marc Atilépé, qui était assassiné à Soudou, dans l'attentat de Soudou. Parce que lui, c'était mon aîné, je me suis mis son secrétaire général adjoint pour apprendre auprès de lui, parce que j'étais novice en politique. Et donc, on a été à la conférence nationale avec ce parti politique. Mais quand je suis parti en exil, après les événements de Freux Jardin, j'ai démissionné, avec le premier Kofigo, j'ai quitté le gouvernement, je suis parti en exil à Paris, à Abidjan, puis Cotonou, pendant 3 ans et demi. Et c'est à ce moment-là que Guilkis Olympio voulait créer son parti UFC, et il a demandé à Tilépé, qui était mon secrétaire général, de fusionner avec l'UFC. Donc, ils ont fait tout cela sans assemblée générale, il n'y a pas eu de congrès, ça a été fait comme ça, la va-vite, et le parti, disons, s'est dilué comme ça au sein de l'UFC. Les gens m'ont demandé, à mon retour, de recréer ce parti, mais je me suis dit non, moi je suis maintenant avec le président Yadema, je ne veux pas créer une autre parti encore. Je ne suis pas du RPT parce que mon père ne va pas supporter que je sois du RPT parce que il sait ce que c'est. Le président Yadema me comprenait, mais ceux qui étaient autour du président Yadema ne m'aimaient pas à cause de cela parce que je n'ai pas pris la carte du RPT. J'ai dit au président Yadema que mon père ne va pas dans sa tombe. Si jamais il apprenait que je prenais la carte du RPT, il va mourir 2 fois dans sa tombe. Mais ça ne vous a pas empêché d'être donc au service de votre République. Merci. C'est tout à fait ça. J'ai voulu travailler pour mon pays et le président Yadema m'avait compris et nous avons cheminé, nous avons travaillé ensemble et avec fierté, je sais que j'ai servi sous le président Yadema et j'ai servi mon pays. Voilà. Vous estimez qu'autour du président ne vous aimait pas, mais lui vous a fait ministre. La collaboration était-elle franche? Ça se passe bien? Je crois que le président Yadema aimait les travailleurs. Honnêtement, je peux dire que j'ai travaillé. Quand j'étais à mon poste ministériel,
Mais j'ai travaillé. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce sont vous qui devez le dire. Mais avec le peu de moyens dont je disposais, j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour le sport togolais. Et le président Edema aimait beaucoup cela. C'est pour ça qu'à chaque fois, il m'a fait reconduire. Alors, aujourd'hui, la 5e République est là. Vous étiez témoin. Le 6 avril, le Togo est donc basculé dans cette 5e République avec tout ce qui va et dans ce sens-là. Quelle lecture faites-vous donc de ce changement de régime? C'était nécessaire? Bon, c'est vrai que ce n'est pas le nouveau régime parlementaire qui va améliorer la vie des Togolais. Mais on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais comme l'équipe, c'est nous qui avons en 92 le gouvernement de transition avec le premier ministre Kofigo, c'est nous qui avons organisé le référendum pour adopter la constitution de 92. Je me souviens, c'était le ministre, père son nom, Diovi Gali, qui était ministre des droits de l'homme, c'est lui qui a piloté, disons, l'élaboration de cette constitution de 92. Maintenant, quand la façon dont les choses sont passées n'a pas plu aux gens parce que c'était des députés qui sont hors mandat et qui, nuitamment, ont pris cette décision. Donc, honnêtement, il faut dire la vérité, ce côté-là n'est pas bien. Mais pourquoi ne pas essayer un nouveau régime parlementaire, un nouveau régime politique, après tant d'années de, disons, d'atermoiement. Donc, j'attends de voir le fonctionnement de ce nouveau régime. Nous sommes en transition en ce moment. On tend vers cette 5e République. Bon, on a encore quelques mois pour que tout se mette en place. Parce que, avec le Sénat qui est créé, oui, mais ça va se mettre en place. Les anciens ministres, vous travaillent. Donc, vous êtes fiers que d'ici peu, vous retrouverez des automatismes. Ah, mais, si on vous appelait entre-temps. Ah, mais évidemment, je serais très fier aussi de continuer à travailler pour mon pays, au cas où on me fait rappel. Vous ne vous sentez pas assez vieux? Non, pas du tout. Et comme je dis souvent aux gens, les gens me disent, mais tu ne veux pas ton âge? Je dis, non, mais je n'ai pas envie de vieillir. Je ne veux pas vieillir. Et la mort nous attend tous, mais je crois que les gens qui me regardent en ce moment voient comment je suis. Et ils ne peuvent jamais me donner mon âge. Mais je sais que le plus important, c'est que le cerveau marche bien. Voilà, et je crois que par rapport aux officiels du Cameroun, je crois que je suis un petit genou. Alors on va donc s'attaquer à vous. On ne va pas parler de votre âge forcément ici. Depuis 2000, vous avez quitté le paysage politique grâce à la 5e République aujourd'hui. Si on fait un rappel, vous allez donc intégrer la vie politique et renaître donc de vos centres. Mais pour le moment, vous êtes parti depuis 2000, donc 24 ans que vous avez quitté la scène politique. Tout à fait. Que devenez-vous? Mais vous savez, un ministre ne quitte jamais la scène politique en fait. C'est comme les généraux des armées qui ne sont jamais à la retraite. On le rappelle parfois. Donc, je n'ai pas quitté la vie politique en tant que telle. J'observe toujours la vie politique togolaise. Et je suis prêt, évidemment, à travailler encore pour mon pays, comme je viens de le dire. Mais le retraité que je suis aussi apprécie beaucoup ces journées à passer devant la télé, à vous regarder, à One TV, à zapper pour changer de chaîne, pour regarder et le sport et l'actualité politique des différents pays du monde. Et je lis beaucoup, voilà, je lis beaucoup. C'est pour ça que je crois que je suis au courant de beaucoup de choses. Vous lisez quels auteurs ou c'est des journaux que vous lisez? Les journaux, ça c'est clair. Je reçois 4-5 journaux tous les jours. Et togolais, hein. Donc Togo Presse également, parce que les gens oublient, il faut lire la presse nationale. C'est important, parce qu'on parle de ce qui se passe dans le pays, à l'intérieur du pays. Alors que les autres journaux ne parlent que de politique. De l'actualité beaucoup plus. Politique, voilà, c'est ça. Donc moi, je lis beaucoup, mais je lis des auteurs. Moi, c'est Victor Hugo, Lamartine, Rabelais, c'est des auteurs français. On est acculturé, évidemment, malheureusement, par la France, ou heureusement aussi. Donc, surtout les romans et les livres des poètes et des écrivains français. Alors, est-ce que vous avez un cercle d'amis sportifs, amis politiques que vous occupez de temps en temps en termes de causerie dans votre période de retraite? Alors, il y a une association des anciens footballeurs qui est créée, dont Amous Tété, justement, est le président.
il a été footballeur. Et au sein de cette association d'anciens footballeurs, il y a des commissions sociales, tout ça. Mais nous avons créé un conseil des sages. Et je suis le président de ce conseil des sages au sein de l'association des anciens footballeurs du Togo. Donc on se réunit de temps en temps, on va chez l'un, chez l'autre, on se retrouve pour partager un petit gâteau, boire un petit verre et discuter du football, évidemment. De l'autre côté, pour le basketball, il y a aussi l'association Les Barbus. C'est l'association des premiers basketteurs de la première génération de basket au Togo. Naturellement, vous devez en faire partie. Mais comme ça fait partie, évidemment, nous réussissons, mais je ne joue plus. Quand j'étais aux affaires, je jouais encore le samedi matin, je m'amusais encore à jouer avec les amis. Et maintenant, j'ai eu une fracture une fois pendant que je jouais, pendant que j'étais ministre. Donc du coup, par sagesse, j'ai décidé d'arrêter. Mais là aussi, nous nous retrouvons. Certains qui sont encore plus jeunes que nous, eux, le samedi matin, ils jouent encore. Mais souvent, c'est pour la troisième mi-temps, comme on dit. On se retrouve, on boit un coup et puis on rigole. Alors, vous parlez politique aussi? Non. J'évite de parler politique avec les... Parler beaucoup plus sport. Tout à fait. Alors, cet auteur, Promenade sur les chemins de ma vie. Ah oui. Vous le connaissez, l'auteur, là? Ah oui, l'auteur n'est autre que Horacio Freitas, qui est devant vous. Ah. Et vous voulez savoir pourquoi j'ai écrit ce livre? Oui, ce 6 novembre 2023, donc ça fera bientôt un an. Donc aujourd'hui, un an. Donc c'est 6 novembre, un an, donc c'est l'anniversaire de dédicace à l'Institut français donc, de cette autobiographie. Voilà. Vous l'avez écrit pourquoi? Alors, je sais que les gens me connaissent, mais il y a des choses que les gens ne connaissent pas de moi. Et j'aime bien que les gens sachent qui je suis vraiment. Donc, j'ai raconté mes premiers pas d'écolier. Je suis né à Tapamé, parce que mon père a été le premier directeur de l'école normale des instituteurs de Tapamé. Les gens croient que je suis de Tapamé, mais non, je suis né là-bas. Mais on est revenu au Togo, à Lomé assez tôt. J'ai raconté ma vie d'école primaire, ma vie du lycée Bonne Carrère. C'est nous qui avons été les premiers à inaugurer les locaux du lycée de Tocoin. Et en 1966, je suis parti en France pour continuer mes études supérieures. Et après, je suis resté en France. Donc, je me suis marié en France à une Française blanche, comme on dit. Je suis rentré au Togo en 87. J'étais entraîneur national de basketball. J'ai raconté tout ça, entraîneur national de basketball, jusqu'à devenir ministre des Sports, ancien ministre maintenant. Ma vie sentimentale, ma vie politique, ma vie sportive, tout est dans ce bouquin. Et les personnalités que j'ai rencontrées, comme le président Faure, forcément, le président Mitterrand, le président Chirac, le président d'autres chefs d'État, bon bref, le président Houphouët-Boigny, par exemple, de Côte d'Ivoire, j'ai une belle photo de lui et moi sur le même canapé dans mon salon. Bon bref, j'ai raconté ma vie, tout simplement. C'est une autobiographie totale, hein. Je n'ai rien caché. Je me suis mis à nu pour que les gens sachent qui est Horacio. Il y a même des poèmes que j'ai écrits que le premier Scofigo a préfacé dans ce livre aussi. Il y a tout est ramassé dans ce livre sur ma vie en fait. Sur votre vie, ça nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai, vous n'êtes plus aux affaires, vous l'avez dit, un général n'est jamais à la retraite. Voilà. Avec le pouvoir en place, surtout le président Faure, vous avez de bons rapports parce qu'avec son papa déjà vous avez travaillé. Oui, non, le président Faure, on a de très bons rapports, d'excellents rapports. Il n'arrive plus à me recevoir individuellement en audience, mais quand il y a un dossier familial ou collégial, il me reçoit. Parce que je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Un chef d'État, c'est pas de la blague. Les gens croient que c'est comme aller au marché. Non. Il pense au Togo, mais il pense aussi aux relations du Togo avec l'extérieur. C'est ça. Donc, sinon, j'ai le canal par lequel j'arrive pas le voir, mais à être en contact avec lui. C'est ça. Voilà. Donc, et je suis content de ce qu'il fait pour le pays. Les gens me critiqueront, mais en même temps, c'est pas facile de diriger un pays. Les gens ont du mal à diriger leur famille.
ou leur quartier, ou leur ville en tant que maire. Alors diriger un pays, même si c'est un petit pays comme le Togo, qui n'est pas un grand pays, c'est toujours un pays, et c'est très difficile, surtout avec les histoires de djihadistes et tout ça, qu'il faut gérer. Donc j'encourage le président Faure et je le félicite. Voilà. Alors comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir du Togo, surtout à travers sa jeunesse? Je suis... Le Togo et puis le monde entier même, je vois ça d'un œil négatif. Oui, honnêtement, je ne suis pas très optimiste, alors que je suis de nature optimiste. Mais pour l'avenir du Togo, de l'Afrique et du monde, avec toutes les guerres qu'il y a en Ukraine, à Gaza, au Liban, les élections américaines qui se passent, mais qui sont passées hier, Trump qui serait en train de remporter, on ne sait pas ce que ça va donner. Honnêtement, les difficultés qu'il y a, les inondations, les dérèglements climatiques, ça fait beaucoup de choses. Je crois que je plains les jeunes qui vont nous suivre, hein, ils n'auront pas la vie facile, parce que le monde sera de plus en plus difficile, à mon avis. Je suis plutôt pessimiste. Pour l'avenir. Ouais, pour l'avenir. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas de solution miracle? Oui, mais le fait que moi je sois devant vous encore ce matin à cette émission, c'est un miracle que je sois là, puisque j'ai parlé de mes collègues qui sont partis. Bon. Donc je suis optimiste de nature, c'est vrai, mais il faut quand même être lucide. Et je pense que c'est difficile. L'avenir sera très difficile pour les jeunes. Ça c'est clair. Il faut qu'ils bossent. C'est simple, hein. Il faut qu'ils se battent. Alors, monsieur le ministre, sans vous mettre davantage à nu, parce que vous-même, vous l'avez fait déjà dans votre autobiographie, oui. Je vous ai vu à bord de votre vieille Mercedes, voilà. Vous-même au volant. Tout à fait. Ancien ministre de la République dans cet état. Ah oui. Mais je vais vous dire, je vais vous surprendre. Quand j'étais même ministre, quand je montais à pied, par exemple, pour aller voir le président Yadema, j'étais au volant moi-même. Le chauffeur était à côté de moi et mes escortes étaient derrière parce que j'aime conduire. J'adore conduire. Et on me reprochait souvent de ne pas laisser mon chauffeur me conduire. Mais je me suis dit, mais j'ai même peur qu'il me laisse dans un ravin quelque part. Je suis sûr de moi-même au volant. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je conduis toujours ma voiture. J'ai un chauffeur évidemment, hein. On a un chauffeur à la maison. Mais bon, comme heureusement on a deux voitures, souvent j'utilise cette voiture, cette vieille Mercedes là que vous avez vue, et je la conduis facilement. Par contre, la nuit, depuis quelque temps, je sens que les phares me dérangent, les phares en face. Donc, ça veut dire que vraiment, les années passent et qu'il faut faire attention. Donc, je ne conduis pratiquement plus la nuit. Mais de jour, je vois très bien et puis ça se passe bien. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on va bientôt finir cet entretien. Oui, oui. À la classe sportive, à la classe politique, à la jeunesse, dont l'avenir pour vous elle est un peu sombre. Quel message vous avez? Alors, à la classe politique, je vais leur demander un peu de tolérance. Voilà. Moins de violence dans le verbe. Et puis que ceux qui sont au pouvoir soient tolérants, soient ouverts aux autres compatriotes, aux autres partis politiques. Moi, j'avais compris, hein, c'est que j'étais de l'opposition radicale au président Yadema. J'ai connu l'exil politique volontaire, mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est moi qui perds. Il faut que je revienne au Togo pour travailler pour mon pays. Et c'est ainsi que je me suis approché du président Yadema, qui m'a fait confiance et qui m'a remis dans le gouvernement. Donc, je demande à mes amis de l'opposition, mais de faire le profil bas et de tout faire pour travailler pour le pays. Parce qu'il y a des intelligences à tous les niveaux, dans l'opposition comme le parti au pouvoir. Et c'est le Togo qui perd ces intelligences-là qui ne travaillent pas pour le Togo. Donc, pour ça, je demande aussi de la tolérance de la part des gens qui sont au pouvoir pour ouvrir les bras à l'opposition pour qu'ensemble on puisse construire ce pays. Ça, c'est pour la politique. Oui, pour les sportifs. Pour les sportifs, alors, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Mais en même temps, il faut pour cela qu'on ait des infrastructures dignes de ce nom. J'ai dit que nos Maracaniens sont allés à la Coupe du Monde de Maracana, ils ont fini 3e. Eh bien, ils s'entraînent sur le stade des cheminots, que j'ai rénové,
en ayant construit un terrain de handball. C'est sur ce terrain que l'équipe nationale de Maracana s'entraîne. Je suis fier de cela. Donc pour cela, il faut donc des infrastructures partout au Togo, de Saint-Cassie à Lomé, pour que les jeunes, les athlètes puissent pouvoir s'entraîner aisément. Des infrastructures de qualité. Il faut des encadreurs de qualité aussi. Il faut former ces encadreurs-là. Bon, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Mais il faut que, sur le plan politique, l'État pense à aider le sport pour qu'on puisse donner, disons, une belle image du Togo au niveau des compétitions internationales. Maintenant, pour la jeunesse, non, il n'y a qu'un seul mot, c'est le travail. J'ai dit que je ne vois pas leur avenir positif, mais en même temps, il vaut mieux avoir les diplômes et être au chômage plutôt que de ne rien savoir et être au chômage. Parce que quand on a des diplômes, on a la chance un jour de trouver du travail. Donc, le conseil, c'est le travail, rien que le travail. Et, disons, la soumission aux parents, surtout. Que les jeunes, ils sont aujourd'hui, c'est les portables, les réseaux sociaux. Non, c'est vrai, on a besoin de ça parce qu'on évolue aussi. Mais je demande aux jeunes d'être plus souvent avec leurs livres et leurs cahiers plutôt qu'avec leur portable. Voilà ce que je veux dire. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin pour les téléspectateurs? Mais d'abord, je voudrais encore réitérer mes félicitations à One TV parce que c'est pas évident de créer une chaîne de télévision qui soit sur le bouquet international. Je suis fier de ça et je suis fier du propriétaire de cette télévision togolaise. À nos compatriotes et puis à ceux qui regardent dans le monde entier, je leur dis, mais de s'aimer. Voilà. Le plus important dans la vie, c'est aimez-vous les uns les autres. Je ne suis pas un pasteur, hein, mais je crois que quand il y a l'amour, il y a la compréhension, et puis il y a tout cool. Donc, je nous demande de nous aimer, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Notre pays est un paradis sur terre. À nous d'en faire un vrai paradis par notre comportement et notre choix. Je vous emprunte ces mots pour dire merci à ceux qui nous ont suivis. C'était donc votre émission One Money sur One TV qui recevait donc pour vous Horacio Freitas, ancien ministre de la jeunesse, des sports et de la culture donc du Togo, ministre de la République. C'était donc avec lui que nous avons donc eu cet entretien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.